Voilà, je crois qu'on va ouvrir cette soirée. En tant que directrice de cette haute école, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à la Haute École de Travail Social. C'est un événement qui est organisé par la Fédération genevoise Médiation et l'Association nationale des médiateurs et des médiatrices en France, en partenariat avec la Haute École de Travail Social. Je voulais dire la chance qu'on avait ce soir de pouvoir dialoguer entre l'expérience française et suisse en accueillant deux procureurs généraux. Messieurs Jacques Dallès, procureur général de Grenoble, et monsieur Olivier Jornaud, procureur général de Genève. Je vous salue et je vous remercie tout particulièrement de votre venue. La présence de nos deux invités de marque, c'est quand même quelque chose en fonction de leur lourde tâche de nous avoir réservé cette soirée. Merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer la présence de tous les invités et les invitées qui sont là ce soir avec nous et qui prendront la parole durant cette soirée. Quel enseignement tirer de l'expérience française? Quelle piste suivre pour développer la médiation pénale et la justice restaurative à Genève? Eh bien, ce sont des questions qui seront au cœur des débats de ce soir. Pour ma part, je voulais juste relever qu'organiser cette manifestation à la Haute École de Travail Social fait sens à plus d'un titre. Les travailleurs et les travailleuses sociales sont directement concernés par le poids des conflits dans l'accompagnement qu'ils assurent auprès des personnes engagées, que ce soit dans des procédures pénales ou non. La médiation, ou plutôt, il faut dire les médiations, les différents types de médiation, qu'elles soient familiales, de voisinage, commerciales ou carcérales, propose une technique d'intervention incontournable qui promeut la conciliation en donnant la parole aux deux parties dans un cadre sécurisé. Nombre de procédures peuvent ainsi être traitées dans une dimension restauratrice qui représente un élément essentiel pour la cohésion sociale, nécessaire au vivre ensemble dans une société que l'on espère et que l'on dit de plus en plus inclusive et qui respecte de ce fait les minorités et les différences. Là encore, les pratiques du travail social sont au front de ces nouveaux projets sociétaux. Le traitement des conflits avec des tiers impartiaux dans le but de trouver ensemble des solutions et des alternatives à leurs différends répondent aux valeurs et aux objectifs du travail social en donnant non seulement la parole aux parties, mais surtout en les incluant dans la recherche de pistes de développement. Cela contribue directement à redonner du pouvoir d'agir aux personnes concernées, ce qui a des effets indéniables pour l'évolution des situations. La HETS, en partenariat avec le groupement Promédiation, dirige un certificat et un diplôme de formation continue en médiation de conflits avec une spécialisation dans le champ familial. Une formation certifiante reconnue par la Fédération suisse de médiation, indispensable pour assurer de tels dispositifs d'échange et de dialogue face à des parties en conflit ouvert. Je remercie infiniment la Fédération genevoise Médiation et l'Association nationale des médiateurs et des médiatrices en France pour l'organisation d'une telle soirée, riche en perspectives d'évolution pour la justice des mineurs et les procédures pénales aussi pour les adultes. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Georges Gherardi, qui est le président de la Fédération genevoise de médiation. Monsieur Gherardi est médiateur professionnel, accrédité dans l'espace francophone, assermenté par l'État de Genève. Il a été nommé à la présidence de la Fédération genevoise médiation et l'anime, m'a-t-on dit, avec force et dynamisme, pour fédérer et mieux faire connaître les grandes possibilités qu'offre à présent la médiation dans notre société. Monsieur Gherardi va donc réguler les interventions de notre soirée, mais avant ça, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente la Fédération genevoise de médiation. Je vous salue toutes et tous et vous souhaite une excellente soirée. Merci, madame. Merci, madame Libois. Je salue à mon tour toutes les personnalités qui sont parmi nous et je leur adresse mon salut fédérateur, principalement aux associations membres et tous les médiateurs membres de la Fédération genevoise médiation. Mais avant toute chose, j'aimerais m'adresser à vous, madame Joëlle Libois, directrice de la HETS, qui n'avait pas hésité pour que l'Association nationale des médiateurs en France, l'ANM, et la Fédération genevoise médiation, la FGEM, puissent, à travers leur collaboration, réussir l'organisation de cette soirée. Vous n'avez pas hésité à mettre à notre disposition toute l'infrastructure de la HETS.
votre collaboratrice, Madame Piller, le technicien qui est en régie, qui va s'arranger pour que Monsieur Larsen ne s'invite pas à cette soirée, et tous vos collaborateurs que je vous charge de remercier. Madame Libois, je pense que les applaudissements de toutes les personnes ici présentes sauront vous témoigner notre profonde gratitude. Quelques mots sur la Fédération Genevoise Médiation, qui est en ce moment sur tous les fronts. Nos actions sont menées pour fédérer autour de la médiation, vous l'avez bien compris, raison pour laquelle nous avons comme membres aussi bien les associations de médiation que les médiateurs, mais pas seulement. Nous accueillons également les apprenants, les étudiants, les membres bienfaiteurs et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au développement de la médiation dans notre société, dans notre belle République et canton de Genève, qui a tant de retard à rattraper dans ce domaine. Comment y parvenir ? Je pense en étant sur le terrain. Le terrain pratique, en arpentant par exemple les rues Basses à Genève le 18 juin dernier, lors de la Journée mondiale de la médiation, sur le terrain politique et administratif, en suivant de près la motion 2449A du Grand Conseil genevois, en collaboration avec le pouvoir judiciaire et la commission ADR de l'Ordre des avocats. Fédérer ne doit pas aller que dans un seul sens, c'est aussi de rendre accessible la médiation et de favoriser la cohésion entre tous les médiateurs. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'ai l'indicible plaisir de vous annoncer un scoop ce soir, puisque nos 3 développeurs qui travaillent à plein temps sur le projet m'ont donné leur OK il y a quelques heures pour que je puisse vous annoncer que dans une dizaine de jours, oui, parce qu'à la FGEM, c'est Noël avant l'heure, le comité exécutif de la FGEM va être en mesure de mettre en ligne notre nouvelle plateforme Internet interactive avec son premier module, le tant attendu annuaire des médiateurs, qui permettra à la population et à nos magistrats de filtrer directement une recherche afin de trouver rapidement la médiatrice ou le médiateur ou les co-médiateurs les plus amènes de traiter une médiation selon les critères précis de langue, d'expérience dans tel domaine ou telles accréditations spécifiques. S'en suivront en janvier une cascade de modules qui permettront aux médiateurs de publier eux-mêmes en ligne leurs activités afin de mieux se faire connaître. Puis, fin janvier, nous aurons à disposition un module très complexe car entièrement géré automatiquement pour la gestion de la permanence info-médiation, là encore, qui permettra à la population et à nos magistrats de pouvoir contacter 24 heures sur 24 un permanent qui, je le souligne, seront tous des médiateurs assermentés afin d'assurer la qualité des renseignements fournis. Bref, j'aurai encore beaucoup de choses à dire sur cette fédération portée par son dynamique comité exécutif, mais je m'arrête ici puisqu'on m'a demandé d'être ce soir le maître du temps et je dois me l'appliquer à moi-même. Donc, non, sans vous recommander, mesdames et messieurs, de ne pas oublier de rallumer vos portables lorsque vous quitterez cet espace, ou en plus clair, par respect pour nos intervenants, je vous remercie de mettre vos téléphones en mode avion ou en mode silence. À la fin des exposés de nos hautes personnalités, que je remercie d'ores et déjà de leur présence, nous aurons le temps des questions et réponses qui porteront uniquement sur le sujet de ce soir, puis l'annonce d'un film en droite ligne de la justice restauratrice et dont le réalisateur est parmi nous ce soir. Il s'agit de François Colère, que j'invite à se lever, mais il est en train de mettre son téléphone sur mode avion, c'est pour ça. Puis suivra un sympathique cocktail dînatoire offert par l'ANM et la FGEM qui vous permettra de poursuivre ces débats autour du verre de l'amitié. Pour l'heure, il me revient de vous parler de Madame Jeannie Bugnon, qui va vous présenter notre premier intervenant. Madame Jeannie Bugnon, médiatrice assermentée, agréée par le tribunal des mineurs et le ministère public de Genève, médiatrice pour le parquet du tribunal de grande instance de Paris, spécialisée dans la médiation pénale et la justice restaurative,
Elle est une membre active au sein du directoire de l'ANM et aussi, bien sûr, membre de la FGEM. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Justice restaurative et médiation, paru en 2017, mais pas que. Madame Jeannie Bugnon est celle qui a imaginé, détaillé, concocté tous les moindres détails pour que cette soirée puisse se dérouler en présence du regard croisé de nos deux procureurs. Mesdames et messieurs, je vous propose de ne pas ménager nos applaudissements pour savoir remercier celle à qui je passe maintenant la parole, Madame Jeannie Bugnon. Dans une interview intitulée Jacques Dallest, l'homme libre, paru dans Dalloz Actualité, Jacques Dallest dit « Le droit enferme dans un univers à part et c'est là le danger. » Jacques Dallest ne s'est jamais laissé enfermer dans cet univers à part. Il a d'abord été juge d'instruction pendant 10 ans, notamment à Lyon, puis il a occupé plusieurs postes de procureur de la République dans des endroits chauds, exposés, par exemple en Corse, où il a vécu l'assassinat du préfet Erignac et l'incarcération d'un autre préfet dans l'affaire des Paillotes. À Marseille, pendant les 5 ans qu'il y a passé, il a été confronté notamment à 119 assassinats en bande organisée. Alors je précise qu'en France, on distingue entre le ministère public de première instance, celui du procureur de la République qui est sur le terrain, et le ministère public d'appel, celui du procureur général, qui a plutôt un rôle d'organisation et d'animation dans son ressort. Voilà. Alors Jacques Dallest a été procureur général près la cour d'appel de Chambéry de 2013 à 2016, et c'est là qu'il a eu l'occasion de rencontrer Olivier Journeau et les premiers procureurs de Genève au titre de la coopération transfrontalière. Depuis 2016, Jacques Dallest est procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Et pour illustrer son rôle, je mentionnerai un événement qui est extrêmement récent. C'est la signature du protocole d'accord qui a été signé donc le 22 novembre dernier entre le procureur général et les évêques des 3 diocèses qui sont dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble. Cette convention vise à traiter plus efficacement les affaires d'abus sexuels au sein de l'Église catholique et notamment en favorisant la circulation des informations. Alors, où est-ce que j'ai obtenu cette nouvelle ? Eh bien, c'est sur Twitter. Jacques Dallest manie d'une main experte la communication et il est très actif sur les réseaux sociaux. Par exemple, il alimente le compte Twitter du parquet général de Grenoble ainsi que son propre compte Twitter. Il faut dire qu'en France, toutes les institutions, quelles qu'elles soient, communiquent sur Twitter, notamment. Alors, Jacques Dallest a publié en 2015 un livre passionnant qui nous emmène sur les chemins escarpés du crime et qui est intitulé, titre quelque peu ambigu, « Mes homicides, un procureur face au crime ». Ce qui l'intéresse, c'est moins le crime que le criminel. Comment un homme ou une femme, le plus souvent banal en apparence, peut-il tout à coup passer à l'acte et basculer dans le crime ? Ce qui nous est proposé tout au long des pages, c'est une réflexion sur la difficulté pour un magistrat de concilier droit et humanité. Comment préserver l'équilibre entre une approche professionnelle technique qui vise à se conformer aux principes de neutralité et d'impartialité et les émotions que l'on peut vivre face à la souffrance humaine, émotions qu'il ne s'agit pas d'occulter mais de reconnaître. Et ce sont aussi des questions que les médiateurs doivent se poser. La médiation, c'est moins des techniques qu'un esprit, l'esprit de la médiation, pour reprendre le titre du livre de Jacqueline Morino. Monsieur Dallest, vous avez toujours répondu par temps lorsque je vous ai sollicité pour un entretien ou pour intervenir dans une manifestation que j'organise, et je vous exprime ma profonde gratitude. Monsieur le procureur général, cher Monsieur Dallest, je vous passe la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chère Janie, Madame la Directrice, de me faire l'honneur de m'inviter à cette soirée. Merci à la Fédération Genevoise Médiation, à l'Association nationale des médiateurs françaises. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger aux côtés d'Olivier Jornaud sur son territoire et d'échanger aussi avec les professionnels que vous êtes, les médiateurs, les étudiants, sur une question qui évidemment revient régulièrement, qui est la médiation au sens de l'arrangement entre deux personnes que tout oppose à un moment donné de leur vie, qui devront pourtant, à l'issue, essayer de refaire un bout de chemin, ensemble ou pas, et de faire en sorte qu'on se reparle ou on se parle, ce qui n'est pas toujours possible, notamment dans le procès pénal. On en dira sans doute un mot. Donc merci de me faire l'honneur de m'inviter. Alors moi je vous propose d'évoquer assez simplement, je vais vérifier quand même le temps, je suis désolé parce que je ne voudrais pas être trop long, on est vite plus long qu'on ne pense. Je voudrais expliquer un peu la pratique française de la médiation. Je dis toujours qu'un procureur, il a un spectre, une palette de mesures d'action qui vont de la sanction la plus grave qui peut être prononcée. En France, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Jusqu'en 1981, c'était la peine de mort. C'est évidemment la mesure la plus grave. Jusqu'au simple avertissement, au rappel à la loi, à la mesure de conciliation ou de réparation. Et donc toute une palette d'actions qu'il faudra décliner en fonction des faits qui sont traités par le procureur et de la réalité des textes qui lui permettent ou pas d'agir. Et donc on doit ne se priver de rien, de mon point de vue, aussi bien d'utiliser le lourd marteau de la répression, s'il le faut, parce que quelquefois c'est bien nécessaire, jusqu'à des mesures dites alternatives. On parle en France beaucoup d'alternatives aux poursuites pénales, qui est un mode de traitement de beaucoup de petites infractions. Si on jugeait toutes les infractions devant les juridictions, on jugerait des affaires dans 3, 4, 5, 6 ans. Et évidemment, on traite par des voies alternatives, non répressives, véritablement un certain nombre de petites infractions, mais qui sont petites pour le procureur, mais qui sont importantes, vous le savez, pour la victime et même pour la personne en cause. En France, cette médiation pénale, elle a maintenant une vingtaine d'années, 25 ans, 1993. C'est pas si vieux. Et ça a été complété en 2014 par une autre forme de justice dont on dira forcément quelques mots, la justice restaurative et la médiation restaurative, qui est un schéma un peu différent, un peu parallèle à la médiation pénale d'une certaine manière. Donc finalement des mesures assez récentes, des dispositifs assez récents qui s'appliquent avec un souci, rétablir le dialogue ou établir le dialogue entre deux parties qui s'opposent, avec aussi un objectif, c'est évidemment de réparer autant que faire se peut le préjudice de la victime, mais aussi de prévenir la récidive. C'est une préoccupation qu'on a quand on est procureur, c'est d'essayer de faire en sorte que l'auteur des faits ne recommence pas. C'est un vœu pieux, souvent. Heureusement, le succès est là, sans forcément qu'il soit très visible. Et l'échec, malheureusement, c'est celui dont on parle beaucoup, la récidive ou la réitération de l'infraction. Et ça peut donner lieu à des débats médiatiques lourds où, généralement, quand un auteur recommence, quand il commet un fait grave, on remet très vite en question ce genre de dispositif. Alors, évidemment, vous le savez, la médiation, c'est un contexte relationnel et l'intérêt, c'est d'essayer de résoudre mode alternatif de règlement des litiges, autrement que par la voie juridictionnelle ou la voie contentieuse, résoudre de façon amiable les litiges de la vie courante, les litiges de proximité, qui est un terme qu'on connaît bien. Et on sait qu'étant condamné à vivre ensemble, il faut essayer justement que chacun reprenne sa route, essayer de faire diminuer l'intensité du conflit qui a pu exister à un moment donné. Alors évidemment, les conflits familiaux, une partie des conflits familiaux, parce que maintenant, il est hors de question en France d'appliquer la médiation pénale pour les violences conjugales. C'est quelque chose d'assez récent, sachant qu'il peut y avoir une inégalité entre la victime et l'auteur. Mais les conflits de voisinage, toutes les petites infractions du quotidien qui peuvent mal se terminer, vous le savez. J'ai en souvenir beaucoup d'affaires qui auraient pu sans doute pas finir dans le sang si les personnes s'étaient
avait parlé. Moi, j'ai le souvenir de deux voisins qui s'entendaient parfaitement bien jusqu'au jour où un des voisins a construit une véranda qui a eu le désagrément de cacher une partie du soleil à son voisin mitoyen. Là, le conflit a dégénéré. Un jour, le voisin a pris un fusil et a tiré sur son voisin et sur sa femme. Il y a eu heureusement que 2 blessés. C'était la parole qui n'était plus là et qu'à un moment, l'intéressé a cru bon d'agir lui-même. Vraiment, la petite affaire, si on avait pu en être saisi auparavant, peut-être qu'on aurait pu désamorcer l'attention, peut-être pas. Comment donner aussi à l'auteur et à la victime une véritable place dans le processus pénal, ce qui n'est pas simple. Moi, je pense vraiment que l'audience publique, l'audience pénale, ce n'est pas forcément le lieu de la parole pour l'auteur ou pour la victime, vous le savez. C'est un endroit impressionnant, c'est un endroit très solennel. La victime, elle n'est pas toujours là. Et quand elle est là, on lui donne assez modestement la parole, ou elle a du mal à la prendre ou à s'exprimer. Et puis l'auteur, il dit peu de choses aussi. Il n'y a qu'au cinéma qu'on voit des criminels ou des accusés avec la langue bien pendue. Souvent, dans la réalité, c'est quelques mots, quelques bribes d'explication. Et je ne suis pas certain que l'audience publique est nécessaire, qui est évidemment fondamentale, soit vraiment le lieu de la parole. Si c'est le lieu de la parole des professionnels de la justice, les magistrats et les avocats, pas forcément ceux des acteurs. Il y a une triple ambition, vous le savez, en matière de médiation pénale, c'est de responsabiliser l'auteur de l'acte en essayant de prévenir cette fameuse récidive, de lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait comme un acte qui porte atteinte au lien social, réparer immédiatement ou plus tard le dommage causé à la victime, c'est la deuxième ambition, ce qui est une vaste entreprise quelquefois, et réconcilier autant que faire se peut les parties, dans un certain nombre de cas, pas toujours évidemment. Et vous le savez, pour ça, nous avons besoin de médiateurs, ce que vous êtes ici pour beaucoup d'entre vous, avec des obligations déontologiques qui sont fortes et qui garantissent la qualité de cette intervention. C'est l'obligation de neutralité, l'obligation d'impartialité et d'indépendance. Évidemment, pour être crédible, le médiateur doit remplir ces conditions, sinon il sera mis en cause, il peut être discrédité. C'est à lui donc de favoriser le dialogue, d'aider à trouver des solutions concrètes. Jeannie le connaît bien, M. Gérardi le savent, c'est un travail, je le sais, c'est un travail lourd et pas toujours couronné de succès, avec aussi une obligation de confidentialité et de discrétion, puisque tout ça doit rester relativement confidentiel sur la teneur des informations communiquées, sur les renseignements obtenus par les parties, de façon à ce que, in fine, le processus puisse aboutir à son terme. Alors il y a trois étapes. Nous, on les pratique depuis longtemps. C'est la prise de décision. Elle est du ressort en France, du ressort de la compétence exclusive du magistrat du parquet, du ministère public, qui va décider au vu de la procédure s'il confie une mesure de médiation à une association ou à un particulier. Pour tous ces différends du quotidien, qui sont évidemment très nombreux. Ensuite, il y a la réalisation de la mesure qui suppose le consentement des parties. S'il n'y a pas de consentement, il n'y aura pas de médiation. Il faut qu'il soit recueilli préalablement par le magistrat ou peut-être ou plus tard par le médiateur. S'il y a un refus d'une des parties, évidemment, il n'y aura pas de médiation. Ça, c'est un travail peut-être aussi de persuasion, de formation qu'il faut aussi établir. Ce qui est important de noter, c'est que les parties peuvent se faire assister d'un avocat. Donc l'avocat n'est pas exclu de ce processus. Au contraire, il les associe. Et ça peut aussi être un bon moyen d'éviter un procès si l'avocat le conseille. Et la fin de la mesure, soit il y a une réussite de la médiation, c'est-à-dire un terrain d'entente, un constat amiable est établi, avec plusieurs engagements qui seront pris par l'auteur. Notamment, ça peut être un engagement un peu symbolique, comme des excuses, mais les excuses, vous le savez, ont leur importance. Et notamment quand l'auteur en cause est un mineur, c'est important qu'il puisse dire à la victime qu'il regrette, qu'il s'excuse. Ça peut être évidemment une réparation indemnitaire, ça c'est important aussi, même si elle n'est pas forcément énorme, mais symboliquement, réparer, indemniser la victime, ça a du sens. Ça peut être une prestation de service, une réparation en nature, auquel je crois beaucoup. Ça renvoie, nous, à une autre mesure qu'on a en France, le travail d'intérêt général.
peu différent, mais qui aussi est assez porteur de sens pour l'auteur, plus de sens sur le plan social d'ailleurs. Et donc, si la médiation a réussi, classement de la procédure, l'affaire s'arrête là. Si un échec de la médiation, soit parce que la victime n'a pas voulu, soit parce que l'auteur n'a pas accompli ses obligations, et bien là, le procureur reprend ses droits et peut poursuivre l'auteur éventuellement, ou classer l'affaire si c'est manifestement la victime qui n'a pas été forcément de bonne volonté, pour éviter que l'affaire aille devant un tribunal, qu'elle encombre la justice, dont vous le savez, je pense à Genève comme ailleurs, elle est largement encombrée. Un mot sur la justice, la médiation restaurative, en France depuis 2014, donc c'est assez récent, c'est encore assez peu utilisé. Alors ça l'aide à titre expérimental dans certaines juridictions, où là, les parties peuvent, parallèlement à la procédure pénale, peuvent engager une médiation restaurative, même sans que le procureur soit au courant, d'une certaine manière, de façon à engager un dialogue qui pourra ou pas peser sur la décision de justice que prendra le procureur. C'est une forme de justice dite restaurative parallèle à la justice traditionnelle et pas alternative, qui a l'intérêt d'aller un peu plus loin sans doute dans l'échange entre les deux parties, qui est évidemment organisé par un médiateur qui doit être formé à cet effet. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette médiation restaurative, l'auteur doit mesurer l'impact humain, l'impact social ou matériel de son action, en assumer la responsabilité, et permettre aussi à la victime d'exprimer ses émotions. Je crois que c'est quelque chose d'assez important de dire ce qu'on a vécu. J'y crois assez, que le traumatisme psychologique, qui est souvent même plus fort que le traumatisme physique de la victime, puisse s'exprimer devant l'auteur. Et je vous le dis, à l'audience, soit la victime n'est pas là, soit elle n'osera pas le faire, et ça a beaucoup d'importance. Donc chacun peut tenir compte du point de vue de l'autre. Tout ça peut durer un certain temps, peut se faire soit avant toute poursuite, soit après que les poursuites pénales aient été engagées par le procureur. Donc c'est une voie, comme je l'ai dit, parallèle. Soit au cours de l'instruction, il y a toujours en France une instruction préparatoire, donc rien n'interdit aux deux parties, avec leurs avocats, d'engager une médiation restaurative, parallèlement à l'instruction pénale, même au cours du procès pénal. Et cette mesure, si elle est portée à la connaissance du tribunal, peut influer éventuellement sur la décision qu'il prendra. Il existe ce qu'on appelle la dispense de peine, ou l'ajournement de peine, qui est une mesure qui permettrait peut-être d'intégrer la volonté de l'auteur de réparer. Et aussi, après la condamnation ou après le jugement, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir une rencontre entre le condamné, libre ou détenu, et la victime, sa victime. Là encore, si leurs entourages l'acceptent, s'ils l'acceptent, de façon à instaurer ce fameux dialogue qu'on a du mal à organiser. Tout ça, c'est, je crois, une libération de la parole dans un cadre moins solennel que l'audience. Ça permet à la victime aussi de prendre conscience que l'auteur qu'elle imaginait avec une tête un peu monstrueuse de malfaiteur patibulaire, finalement, elle voit qu'il s'agit souvent d'un jeune, un peu paumé, qui n'est pas aussi terrible qu'elle pouvait le penser. Évidemment, du côté de l'auteur, c'est de voir aussi que la victime, elle souffre. Que pour lui, cambrioler, voler dans une maison, c'est finalement pris en charge par les assurances, mais que pour la victime, ce sont des souvenirs, c'est un viol de l'intimité, c'est quelque chose de très traumatisant, ce dont l'auteur de cambriolage, de vol, n'a pas forcément idée. Je crois que c'est vraiment une connaissance de l'autre. Ça peut évidemment ne pas fonctionner. Il y a une expérience qui a été menée en région parisienne, je ne sais plus si elle existe toujours, dans une prison centrale où étaient détenus des gens pour meurtre. Et ils ont rencontré, certains sur la base du volontariat, ont rencontré des victimes, par leurs victimes, mais des victimes d'homicide. Vous voyez déjà le schéma le plus grave. Moi, je suis un peu réservé là-dessus. Je crois qu'on pourrait plutôt réserver ça à la petite ou moyenne délinquance, où le risque de répétition est fort. Parce que le meurtre, heureusement, on ne le répète assez peu. Par contre, le vol, l'agression, on peut le commencer. Et de faire en sorte qu'en prison, il y ait cette rencontre, ou éventuellement à l'extérieur de prison, avec évidemment un encadrement professionnel. Et là encore, les associations ont leur intérêt. Je termine par une petite parabole
d'un professeur de droit pénal hollandais, j'aime bien citer, que Jenny connaît bien. Le professeur, il s'appelait Luc Hulsman, c'est un peu ancien. Et pour montrer les différents modèles de justice qu'on peut rencontrer aujourd'hui, 5 étudiants, et je pense qu'il y a un certain nombre d'étudiants dans la salle, 5 étudiants vivent ensemble. L'un d'eux se jette sur la télévision et la casse. Il brise aussi quelques assiettes. Il y a 4 attitudes qui sont possibles de la part des autres étudiants. Chacune de ces attitudes renvoie à un modèle finalement de justice particulier. L'étudiant numéro 1, lui, va dire qu'il ne peut plus vivre avec celui qui a cassé et il veut le chasser, il veut le mettre dehors. Ça, c'est le modèle punitif, d'une certaine manière. L'étudiant numéro 2, lui, déclare que l'auteur des faits n'a qu'à acheter une nouvelle télévision et des assiettes. Il faut qu'il paye. Ça, c'est le modèle compensatoire, indemnitaire. L'étudiant numéro 3, quant à lui, affirme que l'auteur des faits est très malade et qu'il faut qu'il voit un médecin. C'est le modèle thérapeutique, vous savez, la forme de justice qui soigne, qui veut essayer de guérir les âmes. Et enfin, l'étudiant numéro 4, lui, il soutient que quelque chose ne doit pas bien marcher dans la communauté qu'il forme pour qu'un tel geste soit possible et qu'il faut faire ensemble un examen de conscience. Et ça, c'est le modèle conciliatoire, restauratif, qui est intéressant. C'est 4 modèles qui peuvent se combiner d'ailleurs ou qui peuvent s'exclure. 4 types de réponses assez distinctes à un acte de violence assez banal. Et donc je crois que ça peut être une base de réflexion et peut-être d'échange. Moi je crois à tous ces modèles finalement. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui doive être privilégié. Il faut punir, il faut indemniser, il faut réparer, il faut remettre dans le droit chemin, il faut aider, il faut soutenir. Je crois que tout ça doit se combiner. Tout ça, c'est dans un souci d'une justice qui ne soit pas forcément que verticale, mais plus collaborative, plus circulaire. Une justice qui ne soit pas simplement imposée ou infligée, mais qui également soit un peu plus consentie, plus acceptée, notamment dans toutes ces petites affaires du quotidien. Et je crois que la justice restaurative peut avoir un avenir. Il faut convaincre certains qui croient que c'est encore quelque chose de gadget. Ça ne peut pas s'appliquer à évidemment toutes les formes de criminalité, je crois, mais ça ouvre des voies assez porteuses de réinsertion et des voies qui permettent de retrouver ce fameux lien social qui est provisoirement brisé. Un auteur, un jour on peut le recroiser dans la rue. Moi ça m'est arrivé comme juge d'instruction de croiser à Annecy, parce que j'habite Annecy, donc je suis quasiment genevois. J'ai même travaillé quand j'étais jeune ici. J'ai rencontré il y a quelque temps un type que j'avais mis en prison quand j'étais à Lyon, ça remontait à quelques années, qui m'avait reconnu. « Ah, monsieur le juge !» Je suis tout à fait juge. Tiens, vous allez bien ? Et le type, je l'avais gardé en prison longtemps pour des escroqueries. Et je me suis dit, il va peut-être m'engueuler, m'insulter. Et puis il me dit, non, mais j'étais content, vous m'avez aidé, vous m'avez mis en prison. Donc, vous voyez, j'avais utilisé, ça m'a aidé. Alors peut-être qu'il avait gardé un pas trop mauvais souvenir de notre entretien, mais je ne lui avais pas fait de cadeau et j'ai trouvé plutôt sympa de se retrouver dans la rue. Alors bon, on n'a pas été boire un pot, hein, mais je crois que je l'ai revu une fois. Il avait retrouvé un travail, il était content. Voilà, donc on peut tout concilier. Je crois c'est aussi une question d'humanité et d'esprit humain et individuel. Merci de votre attention. J'ai été sans doute un peu long et je vous prie de m'en excuser. Permettez-moi maintenant de vous présenter M. Luc Heimeninger, qui va nous présenter notre deuxième intervenant, médiateur FSM et assermenté auprès de l'État de Genève, notamment médiateur auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Luc Heimeninger est superviseur de l'équipe du Bureau cantonal vaudois de médiation santé et sociale. Coach certifié, actif particulièrement dans le domaine du travail, il est membre, entre autres, de l'ANM et membre également du comité exécutif de la FGEM. Je passe maintenant la parole à M. Luc Heimeninger. Olivier Jornaud est né à Genève, dont il est originaire. Il est titulaire de 2 masters, un en droit et un en lettres. Il est en outre diplômé en théologie protestante. Des études sensiblement teintées d'humanisme,
couronné par un brevet d'avocat. La politique a joué un rôle important dans le parcours d'Olivier Jornaud. Il a été conseiller municipal durant 7 ans, puis député au Grand Conseil durant 6 ans jusqu'en 2011. En outre, et pas des moindres, en matière d'implication, Olivier Jornaud a régulièrement évolué au sein de l'armée suisse jusqu'à en devenir colonel. De 1997 à 2011, Olivier Jornaud a exercé le métier d'avocat dans une étude, puis il a été élu procureur général en 2012 par le Grand Conseil et réélu en 2014 par le peuple jusqu'en 2020. On voit ainsi que l'ordre public et la vie de la cité ont été très présents dans la vie d'Olivier Jornaud. À l'occasion de l'annonce à la presse de son souhait de se représenter à l'élection de procureur général de Genève en 2020, Olivier Jornaud affirme « Cette notion d'indépendance m'a toujours habité. Être indépendant, dans un système complexe, ne pas se laisser enfermer dans un univers à part, voilà bien une même valeur qu'Olivier Jornaud et Jacques Dallest partagent. Monsieur Jornaud, nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté de participer à cet événement consacré à la justice restaurative. Monsieur le procureur général, cher monsieur, j'ai le réel plaisir de vous céder la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir en particulier aux organisateurs de ce débat ou de ce dialogue. Alors d'abord, qu'une chose soit claire, il y a une médiation qui est totalement inutile, c'est une médiation entre Jacques Dallest et moi, parce que, en effet, nous avons fait connaissance lorsque il a brièvement occupé le poste de procureur général de Chambéry. Vous savez qu'en France, l'une des particularités, nous on s'incruste tandis qu'il tourne. Il tourne et il se déplace. Chez nous, quand vous dites à quelqu'un dans le système judiciaire genevois qu'il va devoir faire un truc un petit peu différent, ça entraîne de grandes protestations, alors qu'en France, vous êtes tout d'un coup déplacé de Dijon à Lille, à Marseille, etc. Donc j'ai fait la connaissance de Jacques Dallest à cette occasion. Nous avons travaillé et coopéré. Il y a une très intense coopération évidemment transfrontalière entre Genève et la France, en particulier le ressort de Chambéry, qui en contient alors des zones avec des gens qui font du ski et tout ça, mais qui contient aussi le ressort de Thonon. Et le ressort de Thonon, c'est Annemasse, et donc c'est toute la délinquance française qui nous menace à nos portes. Bref, donc nous avons tissé des liens d'amitié, ce qui fait que je suis très heureux de débattre avec lui ce soir. La médiation en matière pénale, au départ déjà, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que la justice pénale, telle qu'on la conçoit depuis toujours, c'est dans le fond un rapport entre l'État et une personne. C'est une personne à qui l'État reproche d'avoir violé une loi, d'avoir violé un interdit, et c'est l'État qui va chercher à sanctionner cette personne. Et c'est donc tout à fait paradoxal d'inclure dans cette dimension très verticale de l'action pénale, d'inclure tout d'un coup un rapport horizontal et de s'intéresser à finalement 2 personnes, ou plus, mais enfin au moins 2, pour qu'il y ait un auteur et une victime au sens large du terme, un lésé comme on dit en droit suisse. Et tout d'un coup, on va opposer cette horizontalité à un rapport vertical. Et on voit tout de suite le problème, c'est que ça crée des tensions, parce que ça oblige à se poser des questions qu'on ne se pose d'habitude pas. Alors c'est clair que ça fait quand même un moment que la justice pénale s'intéresse à la position de la victime dans le procès, ça fait un moment qu'elle s'intéresse à la manière dont l'auteur va, le cas échéant, être contraint à réparer ou être encouragé à le faire. Mais le fait tout d'un coup de dire je vais moi, en tant qu'autorité de poursuite pénale, vous ménager un espace pour que vous puissiez régler vos affaires, et pendant ce temps, je vous laisserai tranquille. Et le cas échéant, si vous trouvez un accord, je me retirerai. C'est quelque chose qui nécessite un effort constant d'adaptation intellectuelle. La deuxième chose que je voudrais dire à titre introductif, c'est que
on a face à la médiation dans le domaine pénal des discours et des attentes qui sont assez divergents. Vous avez d'abord un discours qui consiste à dire que la médiation pénale, ça sert à décharger la justice. Parce qu'on imagine qu'il y a des quantités astronomiques de procès qui pourront se régler de cette manière et que dans le fond, on pourra payer moins de procureurs et moins de juges si on résout les affaires en médiation. Alors peut-être qu'il y a un effet à la marge, mais c'est un effet qui est minime parce que précisément pour que la médiation fonctionne, il faut aussi une implication de l'autorité. Il ne faut pas du tout imaginer que ça consiste simplement à mettre un coup de tampon et à dire médiation. Il y a aussi une implication et résultat, je ne suis pas certain que même dans un monde idéal dans lequel il y aurait beaucoup plus de règlements amiables des litiges pénaux, qui est pour autant étiolement, n'est-ce pas, de la justice pénale et qu'on puisse la réduire ou s'en passer. Ça, c'est l'une des attentes. L'autre des attentes, elle est beaucoup plus élaborée. C'est celle qui a été évoquée tout à l'heure. C'est celle de restaurer des liens sociaux et en particulier de les restaurer dans des contextes où les gens sont appelés à se revoir, à se recroiser, ce qui est quand même l'un des domaines dans lequel la médiation, pas seulement pénale d'ailleurs, est le plus utile. En Suisse, puisque Jacques nous a fait une petite présentation du système français, en Suisse, d'abord, comme vous le savez, on a vécu jusqu'à la date épouvantable du 1er janvier 2011 dans un système où chaque canton avait son code de procédure. Voilà, je donne dans le style que j'entends souvent de dire que c'était beaucoup mieux avant ce nouveau code. Je ne sais pas si c'était beaucoup mieux, mais en tout cas c'était très différent puisqu'il y avait un code de procédure pénale par canton et le code de procédure pénale genevois était un code avancé en matière de médiation, de conciliation et de médiation. Ça faisait plusieurs années, jusqu'à son abrogation, donc le 1er janvier 2011, ça faisait plusieurs années qu'il contenait des normes en la matière, qui permettaient au procureur général et à ses substituts d'envoyer des dossiers en médiation, un peu sur le modèle de celui qui vient d'être décrit. Puis est venue l'unification. En 2000, le peuple vote dans la joie et l'allégresse une norme constitutionnelle visant à l'unification des droits de procédure civile et pénale. L'un des premiers droits sur le plan pénal qui va être unifié, c'est le droit pénal des mineurs, où la médiation va trouver sa place, et sa place de façon généreuse, puisque le juge des mineurs peut recourir à la médiation de façon assez large. Je salue la présence du président du tribunal des mineurs et d'un juge du tribunal des mineurs qui se sont assis tout au fond comme les mauvais élèves qui se mettent près du radiateur et qui précisément utilisent très largement l'instrument de la médiation dans leur activité. J'espère qu'ils auront l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Ce qui a bien fonctionné dans l'unification de la procédure des mineurs n'a pas fonctionné en matière d'unification de la procédure des majeurs. Et le Parlement fédéral biffe du projet. Le projet du Conseil fédéral prévoyait la médiation pénale. Le Parlement fédéral la biffe. Et on se retrouve avec une simple norme sur la conciliation. Une norme sur la conciliation très restrictive de surcroît qui permet au procureur, lorsqu'il le souhaite, de convoquer une audience de conciliation dans les affaires qui se poursuivent sur plainte et également dans les affaires où il est possible d'envisager que la procédure prenne fin par le biais d'une réparation du dommage. Je précise à chaque fois pour faire envie à Jacques Dallest que nous n'avons plus de juge d'instruction et donc ce sont les procureurs qui convoquent des audiences, en effet. Et donc, paradoxalement, l'unification de la procédure pénale a marqué un recul pour les cantons qui favorisaient la médiation pénale. Alors, avant de vous dire ce que le canton de Genève a tenté de faire pour essayer de rattraper la chose, pour essayer de garder un petit peu sa tradition en matière de médiation pénale, je dois rappeler qu'il y a encore une chose fondamentale qui nous distingue, qui distingue la procédure pénale française et la procédure pénale suisse, c'est la question de la légalité de la poursuite versus l'opportunité. La France a toujours le principe de l'opportunité de la poursuite qui permet au procureur, une fois par année, d'ouvrir son armoire, de tout bazarder et de dire « je recommence avec un stock à zéro ». Il peut aussi le faire en choisissant les dossiers qu'il mérite, c'est probablement d'ailleurs mieux. Mais ça permet, le cas échéant, de mettre fin à des poursuites dans des domaines où on estime que la poursuite n'est pas opportune.
En Suisse, nous avons, avec ce code de 2011, importé la méthode alémanique et vaudoise qui consiste à avoir le principe de la légalité de la poursuite qui ne permet plus à l'autorité de poursuite de renoncer à poursuivre lorsqu'elle estime que ce n'est pas opportun. Tout au plus peut-elle le faire en marge de la réparation du dommage dans les cas où la faute est de très peu de gravité, qu'elle a eu très peu de conséquences, mais ça la reste extrêmement restrictif. Et ça signifie que dans le domaine de la médiation, ça a une conséquence, parce que là où on peut mettre fin à des poursuites, même dans des cas relativement graves, lorsqu'une médiation a réussi, nous on se retrouve dans un contexte qui est beaucoup plus difficile. Vous pouvez avoir un accord et néanmoins être coincé par rapport à l'obligation de poursuivre. Alors cette parenthèse étant refermée, le canton de Genève a tenté d'introduire et a introduit dans sa législation une norme qui lui permet de, alors c'est un peu des noix sur un bâton, mais de remplacer cette conciliation qui est prévue par le Code fédéral par une médiation. Ça signifie qu'on doit, comme selon le système précédent, comme selon le système français, avoir finalement le procureur qui propose et qui convainc les parties d'entreprendre une médiation pénale. Et puis si dans le cadre restrictif qui permet au procureur de mettre fin à une procédure, c'est facile évidemment lorsqu'il y a une infraction poursuivie sur plainte, parce que dans ce cas-là, il suffit que la médiation aboutisse au retrait de la plainte, mais dans les autres cas, c'est plus compliqué. Le résultat de la mise en œuvre de tout cela est, en termes chiffrés, extrêmement décevant. Dans le canton de Genève, le ministère public envoie en médiation pénale, encore une fois, je ne parle pas de la justice des mineurs, je parle de la justice pour adultes, renvoie en médiation environ une vingtaine de procédures par année sur 20 000 procédures qui entrent au ministère public. Donc avec la proportion, on parle de choses qui sont minimes. Très exactement, il y en a eu 21 en 2017 et 23 en 2018. Vous voyez qu'on parle de chiffres qui sont extrêmement bas. Et je peux vous dire que c'est pas faute pour les magistrats d'essayer. Et pour asseoir ma démonstration, je vais vous donner un exemple. Je vais me référer à un article qui s'appelait « La médiation en matière pénale pour les adultes à l'ère du Code de procédure pénale unifié ». Voilà. Cet article il a été écrit par deux personnes. Par Birgit Sambet-Glasner, qui est présente dans la salle, et par une autre personne qui, entre-temps, est devenue procureure. Et je me suis dit, on va voir comment un chantre ou une chantresse de la médiation va s'en sortir avec ce système. Et cette magistrate a envoyé 3 dossiers en médiation en 2017, c'était quand elle était encore tout feu tout flamme, et 1 en 2018. Donc ça signifie que même si vous êtes un chaud partisan de la médiation, que vous l'avez pratiqué sous la houlette de Maître Sambet-Glasner, eh bien on se heurte quand même aux limites du système. Alors quelles sont ces limites? Et pourquoi est-ce que finalement la sauce prend si mal? Premier élément, c'est que pour faire de la médiation, il faut le vouloir. Alors ça, on l'a déjà dit. Il faut se trouver face à des personnes qui ont envie d'entreprendre une médiation, parce que, il y a des démarches concrètes à entreprendre au minimum, et puis il faut simplement déjà y aller. Et mon constat, c'est que lorsque je me retrouve avec une procédure qui est au ministère public, je suis déjà trop tard dans le processus. C'est-à-dire que j'ai déjà des tensions qui sont exacerbées et, dans le pire des cas, j'ai même payé un avocat pour qu'il me rédige ma plainte et qu'il m'accompagne. Il m'a demandé une provision. Je ne dirai pas les chiffres parce que tu comprendrais pas. Et j'ai donc investi dans ce conflit. Et je viens pour en découdre. Et j'arrive dans le procureur, je veux la mort de mon adversaire, la mort symbolique judiciaire. Et là, le procureur me dit, mais vous n'avez pas envie d'aller chez un médiateur qui va essayer de vous mettre d'accord, et puis ce serait beaucoup mieux, puis ça me ferait une procédure en moins, puis vous seriez content, etc. Et dans 9 cas sur 10, vous vous faites simplement hurler contre. Donc ça, c'est une réalité qui malheureusement existe. Et je dois vous dire, alors là, c'est entre nous, vous le répétez pas en sortant, quand c'est des gens qui viennent avec leur propre colère, je peux comprendre. Mais quand ce sont les avocats qui les accompagnent, qui sont eux-mêmes contre la médiation, je ne veux même pas essayer d'imaginer pour quelles raisons cela pourrait être, c'est encore plus décevant lorsque vous êtes procureur et que vous n'aboutissez à rien.
Bon, alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Je vais esquisser 3 pistes, et après j'aurai terminé mon tour de parole. La première chose, c'est que je suis un chaud partisan de toutes les médiations qui ont lieu en amont. Si vous avez les régies, par exemple, qui organisent des médiations pour les conflits de voisinage, eh bien, vous prenez le litige à un moment qui fait que vous avez peut-être encore une chance d'y arriver, parce que précisément on n'est pas encore arrivé à ce niveau d'exacerbation des tensions qui est celui de l'audience pénale. Lorsque vous avez des employeurs, je pense par exemple aux employeurs du secteur public, s'ils arrivent à prendre les litiges entre leurs propres collaborateurs, à la racine, organiser des médiations et à les régler plutôt que de laisser la justice pénale être encombrée, il y a quelqu'un dans la salle qui sait de quoi je parle, eh bien, ça veut dire que c'est tout ça de dossiers qui vont être résolus. Et ça marche aussi d'ailleurs chez les grands employeurs privés. Hein. C'est pas seulement dans le secteur public qu'une chose comme ça peut avoir lieu. Je glisse ici un petit mot à propos d'un domaine dans lequel la chose a été développée dans le canton de Genève, c'est l'organe de médiation de la police. Je salue sa médiatrice retraitée depuis quelques jours. Voilà. Et le médiateur adjoint qui est là également, pour dire que lorsque vous mettez le paquet dans un domaine et que vous tentez là encore en amont, si possible, quand les gens ne sont pas contents, en l'occurrence de l'action de policiers, que vous leur donnez la possibilité de s'exprimer dans un lieu avant de commencer à venir dans le domaine pénal, eh bien vous avez des chances de pouvoir apaiser un certain nombre de conflits. Le deuxième piste d'amélioration, c'est celle de l'information. On ne peut pas compter simplement, même si les organismes qui font de la médiation informent, on ne peut pas compter simplement sur l'information entre guillemets privée, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez évoqué tout à l'heure les travaux qui ont lieu à Genève, notamment sous l'égide du pouvoir judiciaire, pour se dire comment est-ce que j'améliore l'information, comment est-ce que le justiciable qui viendrait par hypothèse chercher de l'information dans un lieu de justice, au palais de justice, comment est-ce qu'il peut être orienté intelligemment sur la médiation. Ce n'est pas l'employé du guichet qui va le renseigner sur la médiation. Il faut trouver le moyen, c'est pas un juge non plus qui va venir lui expliquer, il faut trouver le moyen de l'orienter à proximité, peut-être même sur place, lui donner les moyens d'avoir ici des informations utiles sur la médiation. Et puis la troisième piste, j'ai eu l'occasion de l'écrire une fois noir sur blanc à Maître Perrier, c'est la question de l'obligation, c'est la question de savoir est-ce qu'à un moment donné on a le courage, comme dans certains pays, de dire qu'il y a un certain nombre de litiges pénaux qui ne seront simplement pas traités si vous n'avez pas d'abord passé par une expérience, par une tentative de médiation, si vous venez pas avec votre dossier labellisé médiation échouée, parce que pour un certain nombre, et peut-être que c'est quand même un certain nombre relativement important de litiges pénaux poursuivis exclusivement sur plainte, par exemple, ce serait certainement un moyen extrêmement efficace de parvenir à un taux de médiation élevé, mais c'est un moyen qui nécessite d'une part une modification législative et d'autre part une révolution des mentalités, ce qui en Suisse prend toujours un certain temps. Je vous remercie. Merci, Monsieur Journeau. Je repasse maintenant la parole à Madame Janie Bugnon, qui va inviter 3 lanceurs du débat qui vont nous faire 3 courts exposés sur leur domaine. Et qui a développé la justice restaurative dans des prisons en Suisse alémanique, notamment à la prison de Lenzburg. Et vous aurez aussi après donc l'occasion de voir le film qui a été tourné sur cette expérience. Voilà. Est-ce que Claudia, est-ce que tu veux juste en 2 minutes présenter ce que tu fais pour justement montrer des réalisations qui ont déjà lieu? Bonsoir à tout le monde. Et oui, j'ai essayé de faire tout ça en 2 minutes. Je pense que j'ai arrivé à 2 minutes 10 secondes. Je vais essayer maintenant de nouveau. Bon, le Forum Suisse était officiellement créé en janvier 2017 et avec le mentorat et expert de Martin Wright. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui le connaissent, qui était aussi mon mentor.
Il a été aussi cofondateur du Forum européen de la justice restaurative et pour ça, c'était toujours un lien très proche pour nous et nous sommes aussi membres organisationnels du Forum européen de justice restaurative. Notre but est pour encourager et faciliter le développement de la justice restaurative en Suisse, médiante la diffusion d'informations sur la justice restaurative, la mise en œuvre de divers processus restauratifs, parce que pour nous c'est important de voir ce que sont les besoins des parties impliquées et pas voir seulement un processus, sinon voir comment on peut préparer un processus avec eux qui vraiment satisfait les besoins des victimes et des auteurs, mais aussi de ses proches. Beaucoup de fois, c'est aussi important de travailler avec les proches qui sont également impliqués et aussi affectés pour les crimes, surtout quand ce sont des crimes graves. Pour nous aussi, la formation des nouveaux praticiens de la justice restaurative est très importante, l'élaboration de nouvelles approches, mais aussi la évaluation. Nous avons le même objectif que le Forum européen, c'est que chaque personne a le droit à un processus restauratif. Et pour ça, c'est important que nous avons plusieurs méthodes qui peuvent être flexibles et adapter les processus aux besoins. Et pour ça aussi, on travaille beaucoup dans le développement d'autres processus. Pour le moment, c'est important pour nous d'avoir aussi des processus dans les cas de violences domestiques et sexuelles. C'est vraiment quelque chose où on avait beaucoup de demandes, aussi des centres la vie, et ça va être aussi notre accent l'année prochaine. Dans ce moment-là, nous avons des dialogues restauratifs en groupe à Lenzburg. En groupe, ce sont des victimes et des auteurs qui ne sont pas directement liés, mais c'est après des crimes graves où ils ont un espace en sécurité et respectueux d'échange pour 8 semaines normalement. Nous avons aussi un groupe à Palaisieux avec des jeunes adultes et on commence en janvier à Borstadel, le canton de Zug. Nous sommes maintenant en train de préparer des dialogues restauratifs après les crimes sexuels, comme j'ai expliqué, et on va commencer avec ça à Lenzburg au printemps 2020 de l'année prochaine. Nous facilitons également les dialogues directs entre victimes et auteurs. Ça, c'est aussi important, où il y a la possibilité de faire une rencontre directe. Et ça, on fait toujours, et si on a des besoins, surtout des victimes, mais aussi on voit s'il y a la possibilité, s'il y a des auteurs qui demandent si on peut contacter la victime. Pourquoi des dialogues de groupe, comme vous allez voir dans le film? Il y a beaucoup de victimes, par exemple, qui savent pas qui était l'auteur ou l'auteur n'est pas prêt de participer dans une rencontre directe. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui voudraient bien participer dans un processus avec la victime, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de raisons pour ce que c'est pas possible. Et là, c'est vraiment important qu'on peut également offrir un processus restauratif, que c'est pas la même chose comme le rencontre directe, mais également il peut échanger, exprimer ce qu'ils ont vécu, raconter leur histoire, avoir cet espace-là. Et les victimes peuvent aussi poser des questions, mais aussi pour les détenus de prendre conscience de ce qu'ils ont fait, justement aussi pour baiser le récidive. Jusqu'à maintenant, on a seulement reçu des évaluations très positives de ces programmes, et tant que des victimes et que des auteurs. Et on a quand même aussi des proches qui veulent participer maintenant dans ces processus-là. Et je pense que c'était 3 minutes. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Camille Perrier de Porcinge, qui est professeure de droit pénal à l'Université de Lausanne et présidente de l'AJURES, c'est-à-dire de l'Association pour la justice restaurative en Suisse, et qui va aussi introduire, comme l'a fait Claudia, certaines expériences et certaines réflexions. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bien écoutez, l'Association pour la justice restaurative en Suisse, c'est un petit peu la même chose que le Forum pour la justice restaurative, c'est-à-dire que c'est une association qui a été créée fin 2013, début 2014, qui a pour but donc la promotion de la justice restaurative et la mise en œuvre de programmes de justice restaurative. Alors on vous a beaucoup parlé ce soir de médiation pénale. Comme une alternative aux poursuites, nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas d'alternative aux poursuites, on fait quelque chose en plus qui est axé vers justement la réparation des préjudices issus de l'infraction. Donc on ne cherche absolument pas à décharger les armoires pleines de dossiers
désolé, monsieur le procureur général, de tous les procureurs de la République et canton de Genève. Au contraire, on fait quelque chose qui permet justement un espace de dialogue respectueux entre la victime d'une infraction et l'auteur d'une infraction. Nous sommes actifs en réalité dans 2 cantons principalement. Le canton de Genève à la prison de la Brenat et à la prison de Curabilis, ainsi que dans le canton de Fribourg à la prison de Bellechasse, où on donne la possibilité à certains détenus choisis par la direction et par les intervenants socio-judiciaires d'avoir accès à un processus de justice restaurative où on cherche à avoir un contact avec la victime pour essayer d'organiser un échange, voire une rencontre avec la victime. Dans 3/4 des cas, ça ne débouche pas sur une rencontre. Il y a un échange qui se fait d'abord via le médiateur, alors que seulement dans 1/4 des cas, en général, on finit par une rencontre au parloir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors que précisément on n'a pas la possibilité de décharger la justice, parce qu'on sait que ça apporte énormément à la victime de pouvoir enfin partager son ressenti, se décharger de son fardeau, poser des questions, obtenir des réponses à la suite de l'infraction, savoir vraiment ce qui s'est passé. Et l'autre raison pour laquelle on l'a fait, c'est que quand on fait un tel processus de justice restaurative, eh bien, on réussit à réduire faiblement, mais de façon statistiquement significative, le risque de récidive. Comment est-ce qu'on le sait alors qu'on vient de commencer ce type de processus en Suisse? Parce que nous avons des dizaines et des dizaines d'années de retard sur ce qui se fait à l'étranger. Et à l'étranger, on a des études sérieuses qui ont été faites sur des milliers de victimes et des milliers d'auteurs. On en est au stade de la méta-analyse, donc on sait vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne. Alors évidemment, avec mes chiffres, je suis pas très sexy, parce que je peux vous dire un peu ce que vous voulez. Je vous ai pas démontré statistique à l'appui, quelque chose qui était un peu vibrant. Je vous recommande, en revanche, d'aller voir le film de Monsieur François Collère, qui est un véritable film documentaire qui vous montre beaucoup mieux que moi pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel est l'intérêt de la démarche. Et je vous signale donc qu'il y aura une soirée spéciale le 3 décembre à 20h30 au Cinélux, où ce film documentaire sera montré, dont vous verrez tout prochainement la bande-annonce. Merci. Puis, si vous ne pouvez pas, le 3 décembre, je vous recommande de vous rendre ensuite au CDD, c'est juste, un autre cinéma qui a plusieurs dates où ce film sera également montré. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas combien j'ai fait de minutes. C'est le nom du cinéma. Cinéma un peu alternatif, juste pour voir qu'on n'a pas suffisamment de dates. Jusqu'à la fin du mois au moins dans ce cinéma. Il est où D'accord, ok. Sentier des Saules, le CDD. Janie, si vous voulez bien introduire le 3e questionneur. Maintenant donner la parole à Cyril Franck. Alors Cyril Franck nous vient de Franche-Comté, où il est délégué régional de l'ANM, et il va nous parler de quelque chose qui pourrait se développer, alors je dirais au niveau des facultés de droit ou au niveau des écoles comme la Haute École de Travail Social, c'est-à-dire qu'il va nous parler d'un exemple canadien de clinique de la médiation. Alors, il y a une clinique de la médiation donc, qui a été inaugurée récemment à l'Université de Franche-Comté. Donc, il y en a une qui a été inaugurée en début d'année à l'Université de Lyon 2. Et voilà, alors là, c'est pas la justice restaurative, mais c'est les futurs animateurs de justice restaurative ou les futurs magistrats qui prescriront des mesures de médiation pénale ou des mesures de justice restaurative. Pardon. Alors voilà, Cyril, je te passe la parole. Alors, merci de m'accueillir. En tout cas, j'ai beaucoup de chance d'être ici et je vais préciser peut-être une chose pour qu'on comprenne bien ma présentation de 2 minutes, j'ai bien compris. Je suis également chargé de cours à la faculté de droit de Besançon, en Franche-Comté. Donc il y a des fois le « nous » que j'emploierai aura des significations un peu diverses. L'ANM, la fac.
Je reprends juste, alors on parlait de l'université de Sherbrooke tout à l'heure, de la belle province, qui a initié cette forme de clinique qui est copiée sur les cliniques des étudiants en médecine, qui tout simplement est un moyen de mettre en pratique la théorie apprise dans les amphithéâtres. Voilà. Donc pour copier, alors, on a peut-être une différence dans les facultés de droit. On n'a pas un lieu unique. Le lieu de la clinique, c'est le lieu d'exercice des professionnels qui accueillent les étudiants. Voilà. Alors, en 2015, la faculté de droit de Besançon, sous la houlette de Madame le doyen Thiervaudet, qui finit son décanat bientôt, a créé la clinique du droit, point, et associé les professionnels du droit, avocats et notaires, à l'accueil des étudiants dans ce qu'on appellerait une clinique qui constitue le squelette juridique de l'accueil de l'étudiant. C'est pas juste une convention de stage, et qui assure aussi la caution à la fois pédagogique et scientifique du parcours pédagogique de l'étudiant, tant dans la pratique que dans la théorie. Peu de temps après, donc 4 ans après, cette clinique du droit est devenue la clinique du droit et la médiation, et de l'amiable, pardon, pour englober toutes les formes de l'amiable. On va essayer de ne pas être trop restrictif. Donc cette année, en 2019, l'université a signé avec l'Association nationale des médiateurs, pourquoi l'ANM? Peut-être parce qu'on est les plus nombreux, on est 1000 en France, une convention de partenariat qui associe donc d'autres professionnels de la justice restaurative, la justice amiable, que les avocats et les notaires déjà associés au préalable. Alors, qu'est-ce que les médiateurs vont apporter de plus dans cette clinique? L'acculturation aux modes alternatifs de résolution des différends pour des étudiants qui sont plutôt habitués à traiter du contentieux et qui ne sont pas encore très au fait de tout ce qui est dialogue, soit le dialogue restauratif, soit le dialogue de médiation qui permet aux parties, aux justiciables de se réapproprier leur propre dossier, et non pas uniquement, comme on l'entend tout le temps dire, pour désengorger les tribunaux, mais d'abord pour la réappropriation de son propre conflit. Et pour y trouver peut-être une solution qu'on dirait sur mesure et qui est plus appropriée que la solution de droit, qui ne prépare pas toutes les spécificités du dossier. Voilà ce que la clinique de droit apporte. Et la clinique de droit aussi, c'est un moyen de biberonner un petit peu nos étudiants et d'apporter cette culture de l'alternatif dès le berceau. Et je pense que la médiation, comme tous les modes amiables, en ont bien besoin, tant en Franche-Comté que chez nos voisins français, j'allais dire. Maintenant, depuis 340 ans, nous sommes français aussi, nous ne sommes plus espagnols ou peut-être futurs cantons suisses, mais nous nous sentons quand même très proches de nos voisins, et c'est pour ça que je suis ici. Voilà, merci de votre attention. Merci. Chers amis, je vais maintenant ouvrir le débat, non sans rappeler de poser des questions courtes et ciblées sur le sujet de ce soir. Je vous prierai d'attendre que le micro parvienne jusqu'à vous, donc vous pouvez faire signe à nos hôtesses pour nos charmantes hôtesses pour qu'elles vous donnent la parole. Voilà, qui désire ouvrir le feu? Notre réalisateur ici. Bonsoir, j'ai une question à monsieur le procureur Jacques Dallest. J'ai tourné donc en Belgique où il y a une base légale depuis 2005 qui parle d'une médiation à tous les stades de la procédure et pour quelle que soit la gravité du crime. Il m'a semblé que vous n'étiez pas tout à fait de cet avis. Je voulais savoir comment vous appréhendez, enfin parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de médiations qui démarrent. On a vu que c'était assez fragile et qu'elles pouvaient facilement, enfin elles arrivaient de loin, pas toutes au but. Comment vous vous situez par rapport à cela? Est-ce que j'ai cru comprendre que pour vous c'était quand même un peu réduit au cas mineur, quoi? On peut tout essayer, je crois que tout est possible. On peut même imaginer que, et ça s'est déjà fait, que récemment il y a une affaire comme ça où la mère d'une victime qui avait été assassinée souhaitait rencontrer l'auteur des faits. Donc c'est une forme de médiation, mais après jugement, après condamnation. Moi j'ai un peu de mal à imaginer une médiation restaurative alternative qui empêcherait dans ce genre de fait-là. Puis de toute façon, socialement, il faut qu'il y ait une décision de justice, notamment pour des crimes graves. Ce qui n'empêche pas que parallèlement à la procédure judiciaire et jusqu'au procès,
les avocats, ça peut passer par eux, parce que je crois que c'est eux qui sont évidemment concernés, puissent, pourquoi pas, proposer à l'auteur peut-être de se rapprocher au moins par lettre, déjà, de la victime. Vous savez bien que déjà écrire un courrier, une lettre à la famille, ça peut être déjà un début de processus de contrition, de remords, de regrets, d'excuses, ce qui n'empêchera pas que la décision de justice sera prononcée, mais ça peut peut-être favoriser ensuite, au moment du procès, donc si ça s'est passé avant, une espèce d'échange plus facile. Je suis toujours un peu surpris, moi, je peux comprendre l'émotion des familles quand elles arrivent face à l'auteur des faits. On a, à Grenoble, lundi dernier, fait passer devant une juridiction qui est une juridiction d'instruction, donc pas de jugement, un type qui est en hôpital psychiatrique en région parisienne. Il était entendu en visioconférence. Dans la salle d'audience, il y avait 50 personnes qui étaient les familles de 4 personnes qui avaient été assassinées par cet individu dans une espèce d'errance criminelle qui finalement est affectée de troubles mentaux, et il est déclaré irresponsable pénalement. Alors évidemment, vous voyez la complexité, évidemment, cri de haine des gens dans la salle, mais à distance, parce que l'intéressé était donc en visioconférence, donc ne comprenant pas qu'il soit exempté de condamnation parce qu'il est reconnu schizophrène, malade mental. Alors je me dis que dans une affaire comme ça, peut-être si on avait toujours à distance, l'intéressé est en hôpital psychiatrique, essayer de commencer un petit travail de rencontre, mais à distance avec les victimes, on aurait pu imaginer quelque chose, vous voyez. Avec certaines, aurait certainement refusé. On avait notamment une famille des gens du voyage, parce que la mère avait été tuée par ce type-là, qui avait donné des coups de couteau un peu au hasard dans cette espèce d'errance criminelle. On aurait peut-être pu imaginer un début de quelque chose, vous voyez. Mais ça ne peut pas être dans mon esprit en alternative à un procès, en bonne et due forme. En tout cas, moi, je ne le conçois pas comme ça à ce stade. Peut-être qu'un jour, lointain, mais qui arrivera peut-être, on pourra éviter un procès. Regardez ce qui se passe en Afrique ou en Afrique du Sud. Les Gachassat, cette espèce d'instance de collaboration entre auteurs et victimes de crimes contre l'humanité. Je pense au Rwanda. On ne peut pas juger devant des tribunaux ordinaires des milliers et des centaines de milliers de génocidaires. Donc il y a des espèces de justice de village, d'entente, mais peut-être dû au fait que l'institution judiciaire, elle n'est pas apte à juger autant de monde que ça. Puis c'est aussi dans la culture africaine que on essaie de ne pas exclure l'auteur même d'un crime, on l'intègre, on le réintègre dans la société. On n'en est pas là, je crois, encore dans nos sociétés européennes. Ça viendra peut-être un jour. Donc voilà, c'est le simple nuance que j'ai. Mais moi, je crois qu'on peut appliquer la justice restaurative à des délits d'une certaine importance. Des vols à domicile, une agression dans la rue, du moment qu'elle n'est pas criminelle, ça me paraît envisageable. Et encore une fois, dans l'idée d'éviter que l'intéressé ne recommence. On est tous, ne serait-ce que dans une vision utilitaire qui nous anime pour le ministère public, peut déjà avoir cet intérêt. Et socialement, c'est plutôt bénéfique. Éviter que l'intéressé recommence. Et qu'il ait conscience lui-même du traumatisme qu'il a causé. Et regagne aussi une certaine confiance en lui. Parce qu'on sait que les auteurs, on sait sur les enfants, notamment les mineurs, souvent on les traite de bons à rien. Et donc, étant maltraités psychologiquement ou étant marginalisés, ils n'ont pas forcément d'égard dans les personnes parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et si on leur redonne confiance en eux, peut-être qu'on peut éviter, on les traite comme des grands, qui recommencent. Voilà, tout ça, c'est des idées, je crois qu'on ne peut pas exclure. Peut-être que dans 30 ans, 50 ans, on aura peut-être moins, On est loin, nous, en tout cas, de la société canadienne qui est assez en avance sur tous ces schémas, bien en avance, en tout cas par rapport à la France, sur la criminologie. Mais le système anglo-saxon est beaucoup plus dans la réparation. Sans doute le protestantisme est moins axé sur le châtiment que le catholicisme, je dirais. Ou le système judéo-chrétien français, c'est plutôt la punition. Et on le voit en France tout le temps. Il faut châtier, il faut punir, même pour un accident. Il faut un coupable, il faut le châtier. La notion de réparation, c'est moins évident. Mais Olivier, qui est un maître dans ces questions, peut évidemment compléter. Je peux ? Oui, allez-y, je vous en prie. Dans le domaine des mineurs, on peut tous, j'espère qu'ils prendront la parole à un moment donné, les représentants du tribunal des mineurs. Dans le domaine des mineurs, on peut se permettre de faire la confusion entre
l'aspect médiation devant mettre fin à la procédure et l'aspect restauration. C'est plus facile d'être dans un tout. Pour la justice des majeurs, c'est très différent. Pour la justice des majeurs, on doit vraiment être très au clair. Est-ce qu'on est en train de parler d'un processus de médiation censé aboutir à la fin de la poursuite, ou bien est-ce qu'on est dans un processus de restauration qui peut se faire en marge, en parallèle, à côté, et pas en substitution. Une fois qu'on est au clair sur cela, alors après on définit effectivement, on se dit dans le domaine de la restauration il n'y a pas de limite en termes de gravité, alors que dans le domaine de la médiation il y en a, parce qu'on peut pas, on conçoit pas. Alors peut-être qu'on peut revenir au système médiéval de la poursuite des familles les unes contre les autres, puis à un moment donné on paye 3 sous et puis la vendetta s'arrête. Mais nos sociétés aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça, donc on doit fixer des limites et se dire un viol ne peut pas faire l'objet d'une médiation pénale ou c'est top là et puis la procédure s'arrête. Donc ça me paraît être important. Et la deuxième chose que je voulais dire, Jacques Dallès l'a dit pour la France, je le dis pour la Suisse, on est ici un public qui aime la médiation. De manière générale, la société, elle aime la répression. Et les législateurs aiment les lois avec des clauses pénales. Et on confie à la justice pénale le soin de régler des tas de choses dans des domaines où auparavant on pouvait se contenter d'une sanction administrative, voire même parfois uniquement d'aspect civil, où les gens pouvaient demander réparation par le biais de la justice civile. Maintenant, pour un tout, pour un oui, pour un non, pour un rien, on vient en disant c'est la justice pénale. On passe notre temps à répondre à des questionnaires de lobbies qui sont intéressés à tel ou tel aspect de la répression et qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites pour lutter mieux et plus fort et avoir des sanctions plus élevées en matière de lutte contre la maltraitance animale. J'ai répondu à ça la semaine dernière, c'est pour ça que j'y pense. Puis on vous viendra vous demander autre chose et puis encore une troisième. C'est un petit peu comme dans le domaine de l'école où on rajoute au programme scolaire des tas de trucs au fur et à mesure. Ici, dans le domaine du pénal, c'est la même chose. Et venir aujourd'hui avec un discours consistant à dire restreignez le pénal à ce qu'il le mérite, n'est-ce pas? Et puis encore, dans le pénal, laissez-nous la marge de manœuvre pour à un moment donné pouvoir dire que la poursuite ne se justifie pas dans certains cas, qu'elle aura plus d'effets négatifs que de positifs, que certes, alors après, dans le matin dimanche, on dira que c'est un scandale et je sais pas quoi, mais peu importe finalement que la presse populiste s'occupe de ces affaires et puis qu'elle nous laisse finalement dans le domaine du pénal, dans un certain nombre de cas, admettre que non, la répression, dans certains cas, n'est pas la meilleure solution. Mais alors je peux vous dire qu'il faut aller le tenir, ce discours, vis-à-vis des masses. Tout à l'heure, il a été rappelé que j'étais candidat à ma propre succession. Dans l'hypothèse où j'ai une campagne électorale, vous voyez, aller expliquer aux gens en disant « Oui, moi je me présente pour le poste, mais vous savez, le pénal, j'y crois pas tellement. » Merci, monsieur le procureur. On est parfaitement dans le thème de ce soir de regard croisé de deux procureurs généraux. Le temps que le micro atteigne une main levée, je vais passer la parole à madame Jeannie Bugnon. Levez la main pour la prochaine question, s'il vous plaît. Je voulais apporter une petite précision. C'est-à-dire qu'en France, donc, il faut distinguer la médiation pénale telle qu'elle a lieu au stade pré-sententiel et qui est du ressort du procureur de la République. Et c'est donc une mesure alternative aux poursuites. Alors, lorsque le dossier retourne au procureur, c'est le procureur qui finalement reste maître de l'action publique et prend une décision. En général, donc, lorsque la médiation est réussie, eh bien, le procureur de la République classe. Pour la justice restaurative, donc ça c'est la médiation pénale telle qu'elle a été introduite dans la législation en 1993. Maintenant, pour la justice restaurative qui a été introduite dans la législation en 2014, c'est totalement différent. Ces mesures de justice restaurative qui comprennent les rencontres détenues-victimes, les rencontres condamnées-victimes, les cercles de soutien et de responsabilité, les médiations restauratives, etc. Ce type de mesures ne dépend pas du tout du procureur de la République. Les parties elles-mêmes, j'utilise le terme de partie puisque, par exemple, dans la recommandation dont je parlerai tout à l'heure du Conseil de l'Europe, on utilise le terme partie. Les parties peuvent être à l'origine de cette mesure ou bien une autorité judiciaire, mais
ces mesures de justice restaurative peuvent être proposées à n'importe quel stade de la procédure. Et c'est intéressant, par exemple, lorsque une affaire a été prescrite, qu'elle a eu lieu il y a 30 ans, et que la victime a besoin d'obtenir des réponses à toutes les questions qu'elle s'est posées et dont elle n'a jamais obtenu de réponse, et surtout pas à travers le procès pénal. Alors, ces mesures de justice restaurative commencent à se développer en France. On a parlé donc des rencontres détenues victimes de la prison de Poissy, qui était une expérience pilote. Et maintenant, ce qui se développe, c'est surtout ce dont a parlé Claudia, c'est-à-dire les rencontres détenues victimes, enfin avec les dialogues restauratifs qui mettent en présence des victimes et des auteurs qui ne sont pas liés, qui ne sont pas directement liés par l'infraction, mais qui ont subi ou commis le même type d'infraction. Et c'est quelque chose qui joue un rôle très important parce que souvent il arrive que l'auteur des faits ait disparu ou qu'on ne le retrouve plus, qu'il n'est pas prêt non plus à participer à une rencontre directe. Et ces rencontres permettent aux victimes de s'exprimer et aux auteurs de se responsabiliser. Donc c'est une mesure intermédiaire, mais il est parfois plus facile de parler devant un auteur qu'on ne connaît pas et avec lequel on n'est pas directement lié, de parler de ses souffrances, etc. Et donc c'est une réussite. Mais j'ai parlé trop longtemps, mais donc c'est pour montrer que les mesures de justice restaurative proprement dites peuvent avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure. Elles doivent être distinguées des mesures alternatives aux poursuites dont la médiation pénale fait partie et qui est du ressort du procureur. Vous comprenez mieux pourquoi Jeanne Bugnon vous a donné 2 minutes seulement à vous. Une autre question. Vous aviez une question, monsieur, non? Ah non, pas du tout. Plus de questions, profitez. 2 procureurs généraux, c'est pas tous les soirs. Pardon, donc c'est le mauvais élève. Donc président du tribunal des mineurs avec mon collègue. Donc je voulais donc vous dire quelques mots sur la justice des mineurs à Genève et la médiation. On s'en félicite de pouvoir recourir à la médiation. La médiation, pour nous, s'accorde très bien avec le but du droit pénal des mineurs, qui est un but de protection et d'éducation par rapport à l'auteur. Donc, contrairement effectivement à la justice des majeurs, qui axe quand même principalement sur la gravité de l'acte, nous, on axe principalement sur son auteur et sur un souhait de non-réitération. De plus, la délinquance juvénile, on va l'appeler comme ça, est principalement une délinquance de proximité. C'est-à-dire que vous habitez à Carouge, vous allez agresser à Carouge, en gros. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un rapport, il y a très fréquemment un rapport entre l'auteur et la victime, ce qui fait que la réponse pénale est rarement, peut-être insatisfaisante. C'est pour ça que la médiation, pour nous, est un outil extrêmement précieux, mais c'est pas facile pour un juge d'ordonner une médiation parce qu'on doit faire preuve d'humilité. Parce qu'on doit quelque part accepter que c'est pas nous qui allons trouver la bonne solution, ça va être le médiateur. Et ce travail-là, il n'est pas si facile à faire, mais on y arrive. À Genève, on est à peu près maintenant à un peu plus d'une centaine de médiations par année. Et pour des cas assez graves, des affaires sexuelles par exemple, où on peut ordonner des tentatives de médiation. Moi, j'insiste sur ce terme-là. Et j'ordonne la tentative de médiation. Ça veut dire que bien évidemment l'auteur ou la victime pourront refuser, mais j'ai quand même ordonné le processus, le départ du processus, et après ça va être au médiateur. Il y en a des nombreux qui sont présents ici avec lesquels je le dis sans forfanterie, on est très content de leur travail. C'est à eux après de faire le job, c'est à eux de convoquer les personnes et de leur faire comprendre l'utilité. Mais je me suis assez souvent cassé les dents, justement, par rapport à ce que disait notre procureur général, au fait, quand on a les parties devant nous, de leur dire, voilà, je vais ordonner une médiation, vous verrez, etc., parce qu'ils ne sont pas là pour ça, la plupart du temps. Quand ils sont devant le juge, souvent, malheureusement, c'est trop tard. Donc, ça peut m'arriver de le dire, mais d'une autre façon, leur dire, je vais ordonner une médiation, vous allez écouter le médiateur et vous déciderez.
Donc on essaie un petit peu comme ça, mais sinon il nous arrive aussi d'avoir des procédures, on leur donne une tentative de médiation sans même voir les auteurs, etc., pour justement pas casser ces déceptions qu'ils pourraient avoir, parce que quand ils sont devant un juge, la plupart du temps, ils attendent une réponse pénale. Donc voilà, en quelques mots, la médiation, on en est, encore une fois, très satisfait. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Anne-Catherine Salbert, Anne-Catherine, je suis pardon. médiatrice pénale mineure, médiatrice pénale majeure, et j'interviens aussi dans le programme d'Ajures, Accurabilis et Chandelon. Et la principale difficulté qu'on a, c'est de joindre les victimes. Et on est coincé parce que s'il y a une très bonne préparation, une très bonne collaboration des intervenants socio-judiciaires sur la sélection des détenus, donc des personnes condamnées, et pour préciser que la démarche de médiation carcérale n'a aucun impact sur la peine. Donc la personne est condamnée, va exécuter sa peine, il n'y aura aucun allègement, aucune conséquence par rapport à la peine. Donc c'est vraiment une médiation réparatrice carcérale, mais nous n'arrivons pas à retrouver les victimes parce que souvent du temps a passé. Et je pose la question à monsieur le procureur général parce que c'est Genevois. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le cas d'un procès, quand il y a une condamnation, pour qu'à un moment, les victimes soient informées de l'existence d'une possibilité, d'une démarche réparatrice telle que celle que Ajures propose? Merci. Question délicate. Une question délicate parce qu'il faut se rendre compte, et vous le savez, hein, de ce que représente le procès pénal dans les affaires graves. Alors bon, quand c'est pour des affaires de peu d'importance, la question de votre intervention à ce stade ne se pose pas. Mais quand c'est des affaires graves, où on a des victimes qui sont gravement atteintes dans leur intégrité physique, psychique, sexuelle, imaginez que c'est un moment d'une tension extrême. Je crois qu'il y a peu de situations dans la vie, dans la vie publique qui soient autant un lieu d'une tension extrême que le procès pénal. Avec des attentes énormes, avec des émotions prêtes à s'exprimer de façon très intense, sans filtre presque. Et imaginez que dans ce contexte-là, on dise, je caricature, hein, mais on dise, voilà, monsieur, vous êtes condamné pour tentative d'assassinat, plus x, y chose, vous êtes condamné à 20 ans ou de peine privative de liberté. Et puis alors on signale à la victime que peut-être qu'elle recevra un coup de fil un jour pour venir vous voir. Voilà, on n'est pas du tout dans le même film. C'était pas la métaphore cinématographique la plus appropriée, mais enfin, on n'est vraiment pas dans on n'est pas dans la même dimension. Et donc il y a ce moment pivot où petit à petit, tout d'un coup, c'est pas vraiment un moment pivot, justement, c'est assez de longue durée, jusqu'au moment où tout d'un coup, vous en avez l'expérience, où tout d'un coup vous allez vous trouver vers une personne qui, une fois retombée, cette tension extrême, après peut-être un certain temps passé, peut-être les gens n'ont pas besoin tous exactement de la même durée d'ailleurs, va tout d'un coup dire, ah ben, pourquoi pas? Et donc j'ai pas la solution à votre difficulté, parce que c'est clair que l'auteur qui par hypothèse accepterait d'entrer dans une démarche de ce type plusieurs années après le procès va se retrouver, et respectivement ceux qui voudraient tenter la restauration, pour dire ça comme ça, dans une situation où la victime a peut-être, comme vous dites, disparu. Mais elle a peut-être disparu volontairement aussi, c'est-à-dire qu'elle a peut-être aussi voulu à un moment donné partir, tourner la page, ne plus avoir envie de rester dans la même ville, voire dans le même pays, ça arrive aussi. Et donc savoir comment l'approcher de façon adéquate, d'abord en retrouver la trace et ensuite l'approcher de façon adéquate, c'est quelque chose pour lequel je m'attendais d'abord plutôt que vous ameniez des propositions, plutôt que de me poser la question.
Donc ça, c'est juste ce que je voulais dire pour répondre ponctuellement à votre question, et peut-être juste pour rebondir, mais aussi en lien avec ce que disait Mme Bunon tout à l'heure. Quand on dit que la démarche restaurative peut intervenir en tout temps, respectivement lorsque vous dites elle n'a aucun effet sur la peine ou sur la mesure le cas échéant. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que même d'abord, une démarche restaurative, si vous êtes en phase d'instruction, que vous essayez de retrouver l'auteur, ou respectivement que l'auteur en question vient d'être appréhendé, n'a pas encore reconnu les faits, on est dans une phase où ce qui prime, c'est les besoins de l'instruction, c'est les besoins de l'établissement des faits, et on n'est pas dans une phase où on va déjà commencer à dire est-ce que vous voulez pas justement entrer dans une démarche de restauration. Donc, bien sûr qu'ensuite, après, dans la suite du procès, peut-être, mais je suis en tout cas d'avis, à titre personnel, que c'est quelque chose qui devrait être réservé à la phase post-jugement, une fois que les choses ont été posées par la puissance publique, de dire vous êtes coupable de ceci et voilà la sanction, qu'après entreprennent cette démarche, plutôt que de dire que c'est à tous les stades de la procédure. Et quand je dis ça n'influe pas, c'est parce que dans la réalité, n'est-ce pas, il n'y a personne qui se trouve incarcéré qui n'ait pas encore quelque chose à dire par rapport au terme de sa peine. Que ce soit sous l'angle de la libération conditionnelle, que ce soit sous l'angle pour les mesures thérapeutiques, voire d'internement, internement au sens suisse, c'est-à-dire sans soins. Chez eux, c'est l'inverse. Je fais la traduction simultanée. D'ailleurs, pour terminer la traduction simultanée, quand on parle de délinquance à Carouge, c'est un peu comme Marseille. Il y a toujours un moment donné où une démarche peut avoir un effet. Alors je ne dis pas que la personne va entrer dans la démarche de justice restaurative dans le but de pouvoir ensuite venir devant le juge d'application des peines et puis dire regardez, j'ai bien fait mon travail. Mais malgré tout, c'est impossible de complètement mettre ça de côté. C'est impossible de complètement oublier que les personnes n'ont pas simplement un terme fixe, mais qu'il y a aussi encore, pour elle, pour l'auteur, j'entends, pour l'auteur condamné, encore des démarches à faire pour recouvrer la liberté et que ça peut avoir une influence là-dessus. Merci, M. Journeau. Les deux dernières questions, Madame. Alors moi, j'avais pas une question, mais j'avais une suggestion et puis une remarque en fait. J'aimerais quand même signaler qu'en Belgique, la loi dit principalement deux choses. La justice restaurative est possible en tout temps et tous les intervenants qui ont affaire à des victimes et des auteurs d'infractions doivent donner l'information sur cette possibilité-là. Donc c'est une information qui est donnée dans les centres d'aide aux victimes, qui est donnée dans la police, par la police, qui est donnée par le procureur, par le juge plus tard, et peut-être aussi, et aussi beaucoup dans le cadre carcéral. Donc la justice restaurative en Belgique se fait principalement en post-sententiel, c'est 25% en pré-sententiel, puis ensuite 75% en post-sententiel. Donc ça se fait quand même beaucoup par ce biais-là. Après, nous, on a des difficultés pratiques, dans le sens où on aimerait bien avoir accès à l'adresse de la victime. Et puis ce que je voulais signaler, c'est que le code pénal maintenant donne la possibilité à la victime de savoir quand l'auteur est libéré. Alors comment vous faites pour informer la victime quand elle a choisi d'avoir cette information-là? Ça veut dire que quelque part, on a conservé finalement son adresse et une manière de la contacter. Est-ce qu'on ne pourrait pas parfois avoir accès à cette information-là? Ça nous rendrait quand même bien service. Je vous remercie de votre remarque parce qu'elle montre, alors je ne suis pas un spécialiste du droit belge, mais elle montre à quel point on est en Suisse sur un chemin qui est exactement l'opposé. À savoir qu'on a introduit récemment effectivement dans la loi, j'y étais opposé, je l'ai dit, toutes sortes de milieux dans le domaine de la justice pénale ont fait savoir qu'ils y étaient opposés. Cette possibilité qui consiste à s'assurer que la victime soit victimisée jusqu'à la fin de ses jours, en lui donnant la possibilité de savoir, minute après minute, j'exagère, mais enfin, de savoir régulièrement tout ce qui se passe dans l'exécution de la peine de l'auteur. Ça veut dire que lorsque l'autorité d'exécution, de nouveau, on n'est plus au ministère public, on est du côté de l'exécution, des services d'exécution des peines, eh bien, lorsque la victime en fait la demande, parce que c'est quand même une démarche qu'elle doit entreprendre, c'est pas automatique et le nombre de demandes est pas gigantesque, mais lorsqu'elle en fait la demande, eh bien, on va l'informer quand le condamné aura des congés, quand il aura le droit de travailler à l'extérieur, quand il sera en libération conditionnelle, etc.
Voilà, et on va ainsi, et c'est le législateur qui a voulu ça comme un progrès pour les victimes, hein, quand même, faut le dire, s'assurer justement que, en opposition complète à l'idée à un moment donné d'une rencontre ou d'un dialogue, permettre à la victime, si on le dit dans le sens du législateur, d'être informé sur ce qui arrive à l'auteur, et puis, comme je le dis moi, de s'assurer d'être victimisé le plus longtemps possible. Alors, par contre, pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais pour dire qu'on n'est pas dans le... Bon. Pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'effectivement, en termes d'information, même si je ne suis pas forcément sûr que la personne qui va déposer plainte à la police soit immédiatement réceptive à l'idée de se dire que 10 ans après, etc. Bon, mais qu'il puisse y avoir dans différents canaux possibles cette information, ne serait-ce que pour que la personne y pense, puis qu'un jour, peut-être des années après, elle retrouve une carte de visite quelque part et se dise « Ah bah oui, tiens, voilà », qu'on puisse améliorer l'information, ça oui, il faut trouver le moyen de le faire, un moyen qui soit adéquat et qui ne contribue pas justement à mettre la victime encore plus en crise en disant on vous propose un truc extraordinaire alors que c'est juste le moment où elle n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais trouver le moyen de le faire. Mais par contre, éviter aussi à la victime qui ne souhaite pas, qui a décidé de couper les ponts, éviter qu'un beau jour, alors qu'elle a pris plein de mesures pour justement qu'on lui fiche la paix, recevoir un téléphone en disant est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer monsieur machin, parce qu'elle n'a pas du tout envie de recevoir peut-être ce coup de téléphone. Merci, Monsieur Gendot. Monsieur Dallest, un autre regard. Je crois, non, mais je partage évidemment tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on révèle, vous savez, la libération de la parole, l'effet MeToo, qui est une vague universelle qui semble toucher tous les pays, où sont révélés des faits très anciens. Il me semble que là, la justice restaurative peut avoir sa place. On a en ce moment une actrice en France, s'appelle Adèle Haenel, qui a révélé le fait qu'elle avait été abusée sexuellement. Elle a 30 ans, lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans, harcelée par le metteur en scène, comme beaucoup d'actrices de cinéma. Je pense que si elles parlaient toutes, on aurait une flopée d'affaires mettant en cause il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Je pense que Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et beaucoup d'autres, à mon avis, ont dû en passer par là, malheureusement. Le problème, c'est qu'elle révèle des faits. Au début, elle ne voulait pas déposer plainte en disant « j'ai pas confiance en la justice, ça sert à rien ». Maintenant, elle a changé de version, tant mieux. Elle va donc expliquer ce qui s'est passé, mais on a tous un problème de preuve, vous le savez bien, quand on révèle des faits anciens, ce qui fait qu'on a beaucoup d'affaires qui ne se terminent par des classements des non-lieux parce que on ne peut pas y déterminer la réalité des faits. Donc ça nourrit l'amertume des victimes sur la justice qui ne fait pas son boulot. Comment peut-on prouver des faits qui ont 20, 30, 40, 50 ans ? On a maintenant des révélations, je pense notamment en matière d'église, de religion, qui sont très anciennes. Et donc c'est là que la justice restaurative peut peut-être intervenir en disant « pénalement, on ne fera rien, les faits sont trop anciens, ils peuvent même être prescrits ou improuvables. En revanche, on peut organiser peut-être une rencontre entre l'auteur présumé, le mis en cause, et la victime. Si chacun accepte... Parce que je crois que ce qu'elle attend, l'actrice en question, c'est peut-être pas un procès avec une condamnation de la prison ferme, c'est sans doute des mots d'excuses, des remords, des regrets, une démarche, une mise en cause vers elle. Et moi, j'y crois à ça. Parce qu'on nous renvoie une mission actuellement impossible, d'exhumer des affaires au sens propre du terme, les prouver et de faire en sorte qu'il y ait justice soit rendue. D'où l'intérêt d'intervention, de médiation. Il faut que ça se fasse de façon organisée dans toutes ces affaires, notamment sexuelles, assez anciennes. Merci infiniment. Malheureusement, je suis le maître du temps, donc je vois l'horloge qui a tourné. C'est tout à fait passionnant. Vous allez pouvoir naturellement continuer à poser des questions, à intervenir auprès de nos procureurs généraux autour du verre de l'amitié. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter une courte synthèse en live, orchestrée par notre ami Luc Heimeninger et ensuite Madame Jeannie Bugnon. Oui, bon, je vais vous raconter ce que j'ai entendu et comme la discussion est close, je n'aurai pas de contradicteur, c'est beaucoup plus simple pour moi. Jacques Dallest nous a rappelé, pour celles et ceux qui ne seraient pas médiateurs, que la médiation, ça permet de donner à un auteur et à une victime leur vraie place. Et il a rappelé que l'audience publique, le procès, n'est pas le lieu de la parole pour d'autres personnes que les professionnels. Pour Jacques Dallest également, on ne doit se priver de rien.
en matière de mesure du lourd marteau de la répression aux méthodes alternatives, c'est-à-dire non répressives. Ensuite, Jacques Dallès nous a raconté ce qui s'est passé en France, notamment depuis 2014, avec l'introduction des mesures de justice restaurative qui, en général, se passent en parallèle de la procédure pénale. D'ailleurs, le procureur n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Le but de tout ça, c'est que finalement, à la fois l'auteur et la victime puissent tenir compte chacun de l'existence de l'un de l'autre, instaurer un dialogue, libérer la parole, ce qui permet à la victime de prendre la mesure de l'auteur et à l'auteur de s'apercevoir, de prendre également la mesure de la souffrance de la victime. Et Jacques Dallès a cité une affaire de cambriolage. Pour lui, il est également utile, nécessaire à ce stade de sa réflexion de réserver la justice restaurative à des mesures, pour ce qui concerne la petite et moyenne délinquance. Et il a terminé son propos avec la parabole du professeur de droit néerlandais et des 5 étudiants, dont un qui casse la télé et la vaisselle. Donc il reste à convaincre, et pour lui, chacune de toutes ces mesures, qu'elles soient compensatoires, thérapeutiques, punitives ou conciliatoires, sont possibles. Pour Olivier Jornaud, de recourir à la médiation en matière de justice pénale, c'est paradoxal, parce que la justice pénale, c'est une action de l'État envers un individu, au moins, donc il y a une notion de verticalité, alors que la médiation introduit une notion d'horizontalité. Et puis son commentaire personnel, c'est que tout ça demande un effort constant d'adaptation intellectuelle de la part du juge pour résoudre, ou du procureur pour résoudre ce paradoxe. Il nous parle également de ce qui s'est passé en Suisse avec la fin des codes de procédure cantonaux, l'introduction du code de procédure unifié, et comment ça a plutôt bien marché en matière de médiation, en matière de justice mineure, alors que c'est plus compliqué en matière de médiation, de justice majeure, puisque la médiation a été biffée et remplacée par la conciliation. Mais Genève s'en est bien sortie, puisqu'elle l'a introduite au niveau cantonal. Les résultats chiffrés sont décevants. 20 médiations par an sur 20 000 cas traités par le ministère public à Genève. On peut adhérer à cette vision-là facilement. Et puis pour lui, on atteint aussi les limites du système, parce que pour faire de la médiation, nous autres médiateurs, médiatrices, le savons bien, pour y aller, il faut le vouloir. Et pour Olivier Jornaud, si on agit déjà au stade du ministère public, on est probablement déjà trop tard, ce qui amène à ces 3 pistes d'amélioration, à savoir que la première, il s'agit de recommander ou de renvoyer en médiation le plus en amont possible en matière de justice pénale. Il a cité les régies avec les conflits de voisinage, les conflits entre employeurs, et puis l'organe de médiation de la police. Sa deuxième piste, c'est d'informer le plus efficacement possible pour orienter un justiciable vers une possible médiation. Et puis sa troisième proposition, c'était plutôt une question, est-ce qu'on doit passer par l'obligation de passer par une tentative de médiation avant que le dossier soit traité par le procureur? Il n'a pas répondu à ça, mais au moins il a posé la question. Et il rejoint Jacques Dallès en disant que tout ça, c'est une révolution des mentalités et que ça prend du temps. Merci pour cette synthèse, Monsieur Menegger. Madame Jeannie Bugnon, encore plus court. Alors moi, j'aimerais juste donner quelques pistes de réflexion pour l'avenir, et cela concerne la justice restaurative au sens strict du terme. Donc à l'heure actuelle, en Suisse, on n'a pas de législation en ce qui concerne la justice restaurative, du moins pour les majeurs. Donc on a
la médiation pénale pour les mineurs qui s'est bien développée. Donc, pour les majeurs, on est contraint d'adopter une approche pragmatique et on a vu que cette approche pragmatique donnait des résultats, mais que c'était très lent et que si on veut vraiment que la justice restaurative puisse se développer, c'est-à-dire qu'on puisse y recourir le plus largement possible, il est nécessaire donc de lui donner une légitimité, c'est-à-dire qu'elle soit ancrée dans une base légale. Je vais donner juste quelques petites réflexions à partir de la recommandation du Conseil de l'Europe qui a été publiée en 2018 sur la justice restaurative. Je rappelle que la Suisse est membre du Conseil de l'Europe et qu'elle serait normalement tenue, comme les pays alentours qui le font, d'appliquer les recommandations du Conseil de l'Europe. Alors, j'ai juste relevé quelques petites choses dans les conditions de mise en œuvre de la justice restaurative. D'abord, il s'agit d'établir une base légale claire pour tous les cas où la mesure de justice restaurative peut avoir une influence sur la procédure pénale, notamment en ce qui concerne le traitement des affaires à l'issue du processus de justice restaurative. Il faut aussi que la justice restaurative puisse offrir des garanties juridiques et procédurales claires, notamment s'il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord ou si l'accord n'a pas pu être mis en œuvre? Maintenant, les principes fondamentaux de la justice restaurative selon la recommandation. Alors, 1. Donc, cela suppose une participation active des parties à la résolution des difficultés résultant de l'infraction et surtout donc la réparation des préjudices, la réparation des liens entre les parties et la réparation des liens avec la société. 2. Donc, le caractère volontaire de la participation. Donc, il n'est pas question d'obliger quelqu'un, qu'il soit victime ou auteur, à participer à une mesure de justice restaurative. Il y a la nécessité d'un consentement libre et éclairé des parties qui doivent recevoir une information complète à ce sujet. 3. Donc, la création d'un espace neutre où toutes les parties, qu'elles soient victimes ou auteurs, sont également encouragées et soutenues. Donc, un principe d'équité. 4. Donc, le caractère confidentiel des discussions. Et 5. Donc, la large disponibilité des services de justice restaurative qui devraient pouvoir être accessibles à toutes les couches de la population et même si on habite dans un endroit éloigné de toute grande ville. Donc il s'agit aussi de ne pas se limiter à une seule pratique de justice restaurative, donc on en a cité plusieurs, et elles sont adaptées à des contextes différents, et il ne faut pas absolument vouloir mettre en œuvre des médiations restauratives avec des rencontres directes entre auteurs et victimes si c'est trop difficile ou si on n'en a pas encore la possibilité maintenant, puisqu'on peut développer, comme ce qui se fait en France, les rencontres condamnées victimes ou détenues victimes, qui sont donc des rencontres indirectes, mais qui se développent beaucoup et qui ont des résultats, parce qu'il y a des informations, il y a des témoignages, il y a des films aussi qui sont sortis, et on voit que c'est une justice qui est efficace. Merci. J'ai juste alors une dernière chose, parce que ça c'est une question importante, que la recommandation dit que pour être animateur dans des mesures de justice restaurative, il y a la nécessité de recevoir une formation initiale et une formation continue qui tiennent compte des exigences spécifiques et des qualifications particulières qu'implique le travail avec des victimes, des auteurs d'infractions et des personnes vulnérables, et dans tous les cas donc, où les rapports de force sont déséquilibrés. Donc il y a la nécessité de développer ce type de formation en Suisse qui n'existe pas. Bon. Je voulais terminer avec la formation et la nécessité de développer une formation spécifique. Merci beaucoup, Eugénie. Avant que nous nous rendions au cocktail en vous demandant, comme il se doit, de laisser tout d'abord nos intervenants se servir
afin qu'il puisse ensuite répondre agréablement à toutes vos questions. Et je finirai en vous invitant à regarder durant 80 secondes la bande-annonce du film de Monsieur François Colère qui va se relever parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées après, voilà, et avec qui vous pourrez donc converser en cocktail. J'ai pas moyen. Et là, directement, ils m'ont sauté dessus. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais une fracture dans la mâchoire. Malheureusement, cette personne-là, je l'ai vraiment détruit sa vie. Sous ses rêves, je les ai détruits. J'ai pris contact avec la personne qui a été coupable de cette histoire. La question est de savoir s'il sera d'accord d'entendre ce qu'il n'a pas envie d'écouter. Je vais lui mettre du poids que j'avais sur les épaules sur lui. J'ai envie d'avoir le dernier mot au final. Ich wollte unbedingt wissen, was will Gott? Was bin ich? Sinn. C'est quoi pour vous lui donner le pardon? C'est de me pardonner à moi-même, de ne pas avoir pu lui échapper, de ne pas avoir su me défendre. Und ich glaube, dass wir das mit dieser restaurativen Justiz fertigbringen, dass die Täter immer wieder an die Opfer zurückdenken und nicht mehr rückfällig werden. C'est une personne qui s'est vraiment fait du mal et gratuitement. Je ne le voyais pas, non? Merci à tous.